Et c'est parti pour un exercice type interro sur le chapitre cinématique du point mécanique 1. Exercice vraiment très intéressant où on va retrouver des questions vraiment type interro. Voilà. Alors je te dis d'avance que cet exercice, je ne vais pas le traiter en entier sur YouTube tout simplement parce qu'il y a des questions qui sont un peu longues et que je prendrai le temps de les faire dans une résolution d'exercice que je vais mettre avec mes exobilans sur mon site internet. Si tu connais toujours pas mes exobilans sur mon site internet, c'est des vidéos exclusives réservées à accès réservé. Et en gros, c'est des résolutions pas à pas d'exercices, comme je fais sur YouTube, mais sur des plus gros exercices, type bac, type interro, le genre d'exercice comme tu as ici. Donc en gros, l'exercice là, je le résoudrai, je crois qu'on dit comme ça, intégralement sur mon site internet. Voilà, c'est ça que je veux te dire. En gros, la question Q2, je ne vais pas la faire. Je ne vais pas faire la question Q6, je ne ferai pas non plus la Q8, ça c'est des grosses questions. Et je ne ferai pas la Q5. Voilà, on va s'attarder sur 1, 3, 4, 7 qui va nous faire déjà travailler pas mal. Et juste pour te dire, ouais là la question Q2, ouais, c'est ça que j'ai cherché. La question Q2 en fait c'est de l'analyse dimensionnelle. C'est un type de question qu'on a déjà rencontré dans des types bac, moi j'ai déjà vu. Et en gros ça prend un peu de temps de la faire, voilà, c'est pour ça que je la ferai pas ici. Mais ouais, on va faire ça en résolution. Donc dans mes exobilans qui sont sur mon site internet, si tu connais toujours pas, va voir, je te mets un lien en descriptif comme d'habitude. On y va, fais l'exercice par toi-même, c'est très important. On peut lire ensemble si tu veux, mais fais l'exo par toi-même parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Juste te contente pas juste de regarder ça va pas t'aider, ok? Surtout pas en mécanique. Alors étude d'un mouvement rectiligne. Donc déjà on note rien que dans le titre qu'on est sur un mouvement rectiligne. Un mobile se déplace suivant un axe OX de vecteur unitaire I. Le mouvement est rectiligne. Ils nous le disent deux fois, au cas où on n'aurait pas compris. Un logiciel d'acquisition permet de déterminer l'équation horaire de son mouvement. On a donc xt, donc l'équation horaire de son mouvement suivant l'axe OX. On a deux informations importantes ici, notamment dans le contexte de l'analyse dimensionnelle. C'est que les durées t sont exprimées en secondes, mais ça en général on le sait. Et x est exprimé en mètres. Voilà. Donc question Q1, déterminer la position du système à l'instant initial, donc 0 secondes, et faire un schéma. Question Q1, je vais faire le schéma et puis je le compléterai après. Voilà, un axe, une origine. Je vais écrire donc O, Do, l'O, je m'en mets les pinceaux. O pour origine, ça c'est la lettre O. Et 0, c'est l'abscisse de l'origine. Ok? Ne pas confondre O et 0. Rappel de 6ème, je crois. C'est en 6ème qu'on voit ça. Donc l'axe, je le nomme X, je le flèche vers la droite, ça veut dire que le vecteur unitaire, on va s'en servir du vecteur unitaire dans cet exercice. Et c'est important de savoir manipuler des expressions vectorielles quand tu es en mécanique. Voilà, ça fait des rappels de vecteurs, effectivement des fois qui datent un peu, la seconde, la première. Néanmoins, il faut que tu saches faire dans cet exercice, à un moment donné, on va utiliser les informations vectorielles pour déduire des choses. Ce sera notamment la question Q8. Donc vu que j'ai fléché mon axe vers la droite, mon vecteur unitaire I, il est orienté vers la droite évidemment. Et on va aller chercher la position initiale du système. Donc on va aller calculer X à la date T0 égale 0. En gros, je prends l'expression ici et je remplace T par 0. Donc là, ça va me faire 0 plus 0 moins 5. Donc 0 plus 0 moins 5. Et j'écris moins 5,0 mètres. Voilà, je conserve l'information sur les chiffres significatifs, très important. Et je mets une unité. Ok? Moins 5, je suis ici. Je suis à gauche forcément de l'origine. Donc le point, la position initiale, je vais l'appeler I. Là, je peux mettre la graduation moins 5. Et puis, je peux mettre une petite phrase pour aider à la réponse Q1 et dire que le mobile se trouve à 5 mètres à gauche, du coup, de l'origine O à la date T0 égale 0 secondes. C'est bon? Voilà, globalement, ça répond à la question Q1. On a fait le schéma, on a donné la position, on a décrit et détaillé un petit peu à l'écrit. Je pense qu'on a tout fait. On peut passer à Q3, donc Q2, analyse dimensionnelle. Ça, ce sera dans les exobilans sur mon site internet. Q3, déterminer l'expression de Vx, puis exprimer V en fonction de I, en déduire l'expression de la norme V de t du vecteur vitesse, puis la vitesse V à t égale 0. Il y a plusieurs choses dans cette question, il faut y aller tranquillou, par étapes. Déterminer Vx, première chose, donc je vais changer de page. Q3. Je vais rappeler quelque chose du cours. C'est que V, c'est défini comme la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Donc, ça veut dire que Vx,
c'est la dérivée de l'abscisse x par rapport au temps. Donc c'est la dérivée. Alors c'est quoi xt? C'était 4,0 t carré, je crois, plus 16t moins 5. Si je dis pas de bêtises, on est sur quelque chose comme ça. Alors la dérivée de t carré, c'est 2t. La dérivée de 16t, c'est 16. La dérivée de moins 5, c'est 0. Oui, dans ce chapitre de mécanique, tu as besoin de faire des calculs simples de dérivées et même de primitives, mais ça, ce sera plutôt dans le contexte de la méca 2. Donc il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise sur tes outils de maths de base. Voilà, donc moins 4,0 fois 2, je l'ai exprimé en moins 8. Et j'ai conservé le nombre de chiffres significatifs. 2 n'est qu'un coefficient. Hein. Je ne prends pas en compte le fait qu'il ait qu'un seul chiffre. Ça, c'est un paramètre, une information liée à un paramètre physique qui a 2 chiffres significatifs. Donc le résultat, je garde 2 chiffres pour ce coefficient. Donc Vx, c'est moins 8t plus 16. D'accord? Exprimer V en fonction de I. Alors pour ça, je vais te faire un rappel de maths. Et oui, il y a beaucoup de maths en fait en mécanique, en physique-chimie en général, en mécanique en particulier, il y a beaucoup de maths. Et c'est ça qui perd les élèves, c'est le fait d'avoir énormément de techniques, d'outils mathématiques sur ces gros chapitres de méca. Donc là, je vais te faire un petit rappel de maths. Quand tu te situes dans un repère OIJ, alors pour ceux qui font spé maths terminal, ça va parler. Parce qu'ici, on a un repère du plan. Et en spé maths terminal, on bosse les repères de l'espace. Et on bosse avec les repères de l'espace, les décompositions des vecteurs dans des repères, dans des bases de l'espace. Mais on fait pareil avec les vecteurs en seconde. On décompose les vecteurs dans les bases du plan. Voilà. Donc quand on parle d'un vecteur OIJ, I et J définissent une base vectorielle. Et si je considère un vecteur U qui, dans ce repère-là, a pour coordonnées UX, UY, si tu as fait des maths en seconde ou en première, normalement, ces notations doivent te parler. Si ce n'est pas le cas, là, tu as un problème. Et il va falloir que tu ailles régler ce problème de lacune parce que ça va te bloquer sur des exercices de méca comme on est en train de faire. Donc quand tu as un vecteur de coordonnées UX, UY dans la base, dans le repère OIJ, alors tu peux décomposer ton vecteur U en écrivant UX fois I, donc vecteur U égale UX fois I, plus UY fois J. En fait, cette information et cette information te disent la même chose, mais de deux façons différentes. Ici, on exprime U avec ses coordonnées. Ici, on exprime U avec sa décomposition vectorielle. Mais ce sont les mêmes informations. Voilà. Et ce que je veux te dire, c'est qu'on peut passer de là à là, ok, tout simplement, en appliquant le processus que je viens de faire sous tes yeux, et on te demande de faire la même chose avec notre vecteur V. Ici, le vecteur V, on est sur un mouvement rectiligne. Donc, si tu préfères, imagine que tu sois avec un repère 2D comme ça, avec des axes X et Y, ok, il ne se passe rien suivant l'axe OY. Voilà. Mouvement rectiligne, il ne se passe rien ici. Mais tu pourrais très bien considérer que le vecteur V a pour coordonnées Vx et 0, si tu veux. Si tu veux l'écrire comme ça, écris-le comme ça. De façon à comprendre facilement ce que je vais faire là dans 2 secondes quand je vais exprimer V en fonction de I. Donc j'ai le vecteur V avec ses coordonnées. J'ai les deux vecteurs unitaires I et J. Donc encore une fois, si tu as fait des maths en seconde et en première, normalement, ceci doit te rappeler des souvenirs, ces notations-là. Et je vais décomposer le vecteur V avec ses repères, avec cette base IJ, en écrivant que V, le vecteur V, c'est Vx fois I plus 0 fois J. Mais voilà, il ne se passe rien suivant J. Donc ça, je le dégage en fait. Et je conserve juste ça. Et c'est ça en fait qu'on te demande d'écrire quand on te demande la relation vectorielle de V. Je ne sais plus comment il le pose. Exprimer V en fonction de I. Voilà. Donc quand on te demande V en fonction de I, on te demande d'écrire ça. Ok ? Donc on vient d'exprimer deux choses sur V. On a exprimé sa composante Vx en utilisant la relation de dérivée donnée dans ton cours. On a exprimé le vecteur V en fonction du vecteur unitaire I. Ça c'est pour rappeler qu'on peut aussi travailler avec des relations vectorielles. Maintenant on va te demander la norme. Donc tu vois c'est une question qui est complète parce qu'on te demande plusieurs choses autour de la vitesse pour que tu puisses dire ah oui ça faut faire la dérivée, ça faut travailler avec les vecteurs, ah là il va falloir aller chercher la norme. Et je vais maintenant te rappeler comment on trouve la norme d'un vecteur. Toujours avec mon petit rappel ici, si on est dans un repère orthonormé, qui sont les repères habituellement avec lesquels on te fait travailler en maths et en physique-chimie, on se place
également habituellement, en tout cas en terminale, dans des repères orthonormés. Dans ce cas-là, la norme, notée comme ceci, ça veut dire la norme du vecteur U, ok, avec double barre à gauche, double barre à droite, norme du vecteur U, tu la calcules quand tu es en repère orthonormé en faisant UX au carré plus UY au carré, donc racine carrée de UX carré plus UY carré. On va aller appliquer exactement cette relation pour le vecteur V. Tiens, j'ai envie d'écrire en violet. Norme de V. Donc la norme de V, je la note comme ça, ou comme ça, plus simplement. Ok, V de T égale norme de V. Donc V de T, c'est la norme de V. C'est égal à racine carrée de Vx au carré plus Vy, je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 0. Je l'écris, mais ça sert à rien. Ok, mais c'est juste pour que tu te tritures pas le cerveau en disant ah, pourquoi il a marqué racine de Vx carré, est-ce que c'est une formule à connaître et tout. En fait, la formule que j'applique, la formule de base, c'est la norme d'un vecteur dans un repère orthonormé, d'accord? Sauf que là, dans le cas présent, il n'y a pas de coordonnées suivant y, ok? Donc on se retrouve tout simplement avec quoi? Avec V de t égale racine carrée de Vx au carré. Alors, dis-moi en commentaire, s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi, j'ai envie, ça va me faire plaisir. Dis-moi si tu as marqué Vx. Est-ce que racine carrée de Vx au carré égale Vx? S'il te plaît, dis-le moi en commentaire. As-tu écrit Vx? Parce que c'est une erreur fondamentale. Oui, la majorité des élèves font cette erreur. Ben, je le sais parce que je fais cet exercice en général avec les élèves que j'accompagne, que je coach. Et je sais quel type d'erreur ils font. Parce que ça, en fait, cette technique de calcul de normes, on retrouve beaucoup dans plein d'exercices de méca. Et du coup, je sais que cette erreur, elle est faite très, très, très souvent. C'est un problème de maths ici. Racine carrée de x au carré, c'est pas égal à x. C'est pas égal à x. Tu confonds avec racine de x au carré. Ça, c'est x. Ah ouais, mais c'est compliqué, Benjamin. C'est quoi le truc? Le carré, il est dessous, il est au-dessus. Oui, mais c'est des maths, c'est comme ça, faut être rigoureux. Tout ça n'est pas pareil. Je donnais un exemple, si tu préfères, racine carrée de moins 5 au carré, ok, ça fait pas moins 5, d'accord? Parce que le résultat d'une racine carrée, c'est jamais un nombre négatif. Tout simplement, quand tu as une valeur numérique, tu fais moins l'erreur tout simplement parce que tu décomposes. Tu vois, moins 5 au carré, tu vas plutôt avoir tendance à dire, ah bah ça fait 25, racine carrée de 25, ah bah ça fait 5. Du coup, le moins, il a sauté. Mais quand tu as une expression littérale ou quand tu as une inconnue, genre ici racine de x au carré, là tu vas plus avoir tendance à faire l'erreur parce que tu n'as pas l'expression numérique, parce qu'il n'y a pas d'histoire de moins et tout. Donc tu vas avoir tendance à écrire x, mais en fait ce qu'il faudrait que tu écrives c'est valeur absolue de x. Voilà, c'est la fonction valeur absolue qui nous permet de simplifier cette écriture. Parce que la valeur absolue, tu vois par exemple ici, je te fais des rappels parce que moi j'estime que c'est important et peut-être que tu aimes bien mes vidéos parce que justement je fais tous ces petits rappels. Je crois que vous êtes nombreux en commentaire à me dire sous plein de vidéos ah bah c'est trop cool parce que tu nous rappelles les petits trucs, les petits points de détail. Bah ça fait plaisir de les rappeler parce que je sais que c'est des points de détail qui vont te faire gagner pas mal de points sur tes contrôles finalement. Donc voilà, c'est pour ça que je passe du temps. Donc j'espère que tu prends plaisir. Racine de moins 5 au carré, je l'écris valeur absolue de moins 5 et ça fait 5, ok? Voilà, c'était tout pour l'aparté sur la valeur absolue, sur l'histoire de racine carrée de x au carré. On peut revenir à nos petits moutons pour écrire que racine carrée de Vx au carré, ça fait Vx. Voilà. Et donc j'ai V de t égale valeur absolue de Vx. Ok? Et Vx, on l'a exprimé ici, moins 8t plus 16. Donc je vais écrire que V de t égale valeur absolue de moins 8t plus 16. Et je m'en tiens là. Je ne vais pas chercher à simplifier plus. On m'a demandé la norme. Je leur donne une norme. Point barre. Je cherche pas à savoir. Même s'il y a des valeurs absolues, c'est pas grave, j'ai le droit d'écrire comme ça. Ok? Et il y a d'autres exercices type bac, type interro, où on va utiliser cette technique-là. Ils sont présents dans mes exobilans notamment, je t'en ai déjà parlé, tu peux aller voir sur mon site. Des vrais exercices qui t'entraînent vraiment au contrôle pour le coup. Parce que si tu connais pas ces techniques, c'est là que tu vas aller perdre tes points sur tes contrôles. Parce que tu vas tomber dans un exobac, on va te demander d'appliquer ces techniques. Et là tu fais quoi? Si tu n'as jamais vu, bah tu fais ce genre d'erreur. Enfin, ce genre d'erreur. Ok? La question 3 n'était pas finie. T'as vu, c'est pour ça que je t'ai dit, je traite pas l'exercice en entier. J'en fais une partie dans mes exobilans sur mon site parce qu'il est long en fait. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je peux pas faire une vidéo de 40 minutes. Déjà là, je vais dépasser les 20 minutes facile, je pense. V à t égale 0. Bon, bah tout simplement, je prends la norme et puis je vais faire juste une application. Tiens, bah tu vas voir. V à t égale 0. Regarde.
Ah non, je pourrais pas te montrer pourquoi c'était important de mettre les valeurs absolues. VAT égale 0, ça va nous donner, valeur absolue de moins 8 fois 0, enfin moins 8,0 fois 0 plus 16, donc valeur absolue de 16, donc 16. Et je donne bien le résultat en mètres par seconde. Résultat en mètres par seconde, très important de le noter, tu es avec une vitesse. On a dit en préambule ici que t était en secondes et les distances étaient en mètres, donc a priori les vitesses sont en mètres par seconde. Après, c'est des choses qu'on a checké dans la question Q2 normalement quand on a fait l'analyse dimensionnelle du 16 qui est ici, t'as vu? Voilà. Question Q4. Le système s'arrête à une date TF. Retrouvez la valeur de TF. Alors, question Q4. Question Q4. Le système s'arrête. Ce que je vois quand je fais cet exercice avec des élèves, c'est que sur ce genre de questions, ce qui te bloque habituellement, c'est de ne pas savoir interpréter la question et traduire la question sous une forme physique ou mathématique, ou les deux en même temps. Voilà, c'est ça qui bloque, c'est ça qui fait que les élèves restent buggés sur la feuille et « Ah bah je suis bloqué ». En fait, il faut traduire, mais physiquement. Le système s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Une voiture se déplace devant toi, elle s'arrête. Comment je traduis l'information sous un point de vue physique? Si la voiture s'arrête, par exemple, ce que je peux dire d'un point de vue physique, c'est sa vitesse est nulle. Elle n'a plus de vitesse. Si elle est à l'arrêt, elle n'a pas de vitesse. Et bien c'est ça. Le système s'arrête, donc sa vitesse est nulle. En gros, je cherche la date t pour laquelle la vitesse du système, du mobile, s'annule. Voilà, tout simplement. Et il se trouve qu'à la question précédente, on est allé chercher v de t, la norme. Ça faisait moins 8t plus 16 en valeur absolue. T'inquiète pas avec l'histoire de la valeur absolue. Tu vas voir, ça va sauter très facilement. Parce qu'il n'y a qu'un seul nombre dont la valeur absolue donne 0. Tu sais c'est quoi? C'est 0. Voilà, 0 c'est l'unique nombre dont la valeur absolue est égale à 0. Donc, pour que valeur absolue de tout ça soit égale à 0, il faut que ce que tu as dans les barres de valeur absolue soit égal à 0 aussi. Et donc, tu te ramènes avec ça à une équation toute simple de niveau 3e, je pense, équation d'ordre 1, équation du premier degré. Et pour t'embêter, je vais mettre l'inconnu à droite, parce que je sais que les élèves, en général, ils aiment bien conserver l'inconnu à gauche. Tu vois, écrire que moins 8t vaut moins 16, et puis après se dépatouiller avec les moins. Moi, j'aime bien te faire sortir de ta zone de confort, parce qu'on n'est pas des petits pépés ou des petites mémères. Donc on met l'inconnu à droite, d'accord? Donc ça fait t égale 16 sur 8. Ah, les élèves, ils ont le toc de mettre toujours à gauche. Je sais pas pourquoi. J'étais comme ça aussi, hein, sûrement. Ouais, c'est sûr et certain que j'étais comme ça. Vu ce que je me souviens de ce que je faisais en terminale, en termes de méthodo et tout, j'avais des bonnes notes, hein. Mais c'était pas efficace. Franchement, si j'avais eu les explications que je te donne aujourd'hui, et les exercices pour bosser, et les exobilans et tout, je pense que j'aurais eu 30 sur 20 à mon avis. En moyenne. Donc on a trouvé l'expression de t, donc ça c'est tf, 2 secondes. Ok? À 2 secondes, il s'arrête. Fin de la question Q4. Question Q5, je la fais pas. Q6 non plus. On va finir avec la question Q7. Dans la Q6, je peux te dire, tu as une résolution d'équation du second degré. Donc on passe sur Q7. Donc voilà, pour faire ce genre d'exercice, pour être à l'aise, là par exemple, on va te demander, question Q7, exprimer le vecteur accélération en fonction de V, donner l'expression de la composante AX, en déduire A en fonction de I. Bon, c'est des questions faciles, mais ça me fait te rappeler que il faut connaître ton cours au sens, il faut comprendre ton cours. Il y a plein de choses qu'on fait dans des exos comme ça qui nous font utiliser le cours, mais d'un point de vue pratique. Donc je dois comprendre mon cours. Si je ne comprends pas mon cours, surtout de mécanique, mais c'est vrai partout en physique-chimie, mais surtout sur les chapitres de mécanique, si je ne comprends pas, si je me contente d'apprendre par cœur, c'est la catastrophe. Quasiment assuré, je l'ai vu plein de fois avec des élèves qui avaient appris leur cours. Ah, je comprends pas, j'ai eu 5. Ouais, mais tu as juste appris ton cours, donc tu sais pas l'exploiter. Donc ouais, il faut comprendre ton cours. Pour ça, tu prends ton bouquin, tu lis, tu prends mes vidéos synthèses sur mon site internet, pareil, tu vas les regarder. Bon, là, pareil, c'est un accès réservé, mais mes vidéos synthèses, c'est une tuerie. Il suffit que tu regardes les commentaires des gens qui les utilisent. C'est une dinguerie. Parce qu'en 30 minutes, je te résume le cours, mais de façon synthétisée, quoi. Donc forcément, tu gagnes un temps de malade et en plus, tu comprends vraiment tout ce qui est à comprendre. Donc il faut comprendre ton cours. C'est ultra important, c'est essentiel. On sait que A, l'accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Je crois qu'il m'a demandé de le rappeler. Voilà, exprimer A en fonction de V. Donc ça, c'est mon cours. Bon, là, pour le coup, c'est juste
j'ai retenu la formule. On va pas l'utiliser de façon pratique, enfin, on la balance juste comme ça, on n'est pas en train de faire un truc de fou furieux. Après, bien sûr, on l'utilise de façon pratique si, quand on va dire que AX, c'est la dérivée de VX par rapport au temps, mais ça, en général, les élèves comprennent le passage de là à là, ça pose pas de problème. Donc AX, c'est la dérivée de VX par rapport au temps, et VX, je l'avais, c'était moins 8T plus 16. Donc je dérive ça par rapport au temps. Ok, ça fait moins 8, ouais. Tu avais trouvé. Alors c'est une accélération. Donc accélération, c'est mètres seconde moins 2. Voilà. Je mets l'unité. Je t'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que tu penses à mettre les unités. Ça fait partie du truc. Donc moins 8 mètres par seconde, mètres seconde moins 2. Et on me demande de déduire l'expression de A en fonction de I. Donc là, pour faire ça, et tu vas comprendre pourquoi des fois c'est important de travailler avec des relations vectorielles, je vais te le dire, on va conclure sur cette question. Donc on a le vecteur A qui est égal à AX fois I. Je vais un peu plus vite, je t'ai expliqué tout à l'heure le délire quand on travaillait avec le vecteur V, donc là c'est le même délire. Sauf que AX, regarde, je vais le remplacer par moins 8. Regarde, j'ai ça. Et alors à quoi ça me sert ça concrètement? Pourquoi j'ai besoin de faire des relations vectorielles? Bah, ce sera la dernière chose que je te dirai sur cette vidéo. Donc on va conclure en beauté. Et donc, sur cette conclusion en beauté, qui va être très utile quand je vais te la dire dans 2 secondes, je te rappelle un truc tout de suite maintenant. Si tu trouves que ces vidéos sont très utiles, si tu trouves que mes explications sont top, que je suis pédagogue, que tout est expliqué de façon claire, précise, concise, si tu trouves tout ça utile, alors abonne-toi à cette chaîne. Partage la vidéo autour de toi, diffuse-la sur tes réseaux, à tes contacts, à tes collègues, à tes camarades, à tes profs. Même il y a des profs qui travaillent avec mes vidéos, je le sais, puisque les élèves me transmettent l'info. Partage autour de toi, c'est comme ça qu'on va faire grandir cette chaîne. Et moi, ça me fait plaisir de t'apporter toutes ces informations, tous ces points de détail, tous ces rappels. Tu as vu les rappels de maths. Et de ton côté, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment t'abonner. Tu as un bouton en bas à droite et transmettre et diffuser mon travail. Voilà, c'est comme ça qu'on va vraiment faire grossir le projet. Donc, on a A égale moins 8i. Purée, je parle trop vite. Fallait que je souffle 2 secondes. On a A égale moins 8i, c'est bon, je peux me remettre à parler très vite. En fait, ici, tu as 2 vecteurs collinaires. Oui, là, on fait des maths, encore une fois, on fait toujours des maths en physique-chimie. Tu as 2 vecteurs collinaires, A et I sont collinaires. Tiens, tu sais quoi, je vais te le marquer ici. A et I collinaires. De sens contraire. En fait, quand je conclus ça, c'est que je suis à l'aise avec mes outils de maths de base. Pourquoi? Parce qu'en maths, on t'a appris, et ça, on t'a appris en seconde, que quand U égale K fois V, quand U égale K fois V, alors tu as 2 vecteurs collinaires. De même sens quand K est positif et 2 sens contraires quand K est négatif. Et là, je suis dans le cas de figure où mon coefficient de collinéarité est négatif. Donc mes vecteurs sont collinaires de sens contraire. Mais Benjamin, à quoi ça sert de dire ça? Mais mon ami, ça sert tout simplement à dire que ton vecteur I est orienté vers la droite. Ça veut dire que ton vecteur A est orienté vers la gauche. Voilà. Et on pourrait même rajouter une question. Tu vois, on pourrait même rajouter dans la question Q7, représenter le vecteur accélération sans souci d'échelle sur le schéma de la question 1. On pourrait évaluer ça. Tu sais quoi, je vais modifier l'exercice et l'énoncé que je vais mettre sur mon site, je vais le modifier et je vais rajouter cette question-là. Représenter le vecteur A sans souci d'échelle sur le schéma de la question 1. Parce que la représentation du vecteur A, on peut la poser tranquillement à partir du moment où on interprète cette relation vectorielle. Tu as compris pourquoi il faut travailler avec les relations vectorielles? Voilà, j'espère que tu as bien compris avec ce petit rajout qu'on a fait en fin de vidéo. Et ça conclut donc ce que je voulais te faire pour cette correction. Je répète que l'intégralité de l'exercice, je le corrigerai sur mon site internet dans mes exobilans. Le lien est en descriptif, c'est un accès réservé, mais tu as un accès de malade. Je pense qu'on est à plus de 130 exercices corrigés, pas à pas, des gros exos, hein, pas des petits exos à 2 francs, des gros exos corrigés, pas à pas, qui vont te préparer pour tes contrôles TDS et tes bacs blancs et ton bac en fait. Donc ça, c'est sur mon site internet. Cet exercice, il prendra sa place auprès des autres. Il sera peut-être le 135e, je ne sais pas, je ne les compte plus. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, je te souhaite bon courage, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.